Bonjour Michel, nous sommes ici dans un lieu magnifique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, c'est la carrière de l'Espiadé, la carrière du roi, qui a été découverte du temps des Romains. Donc c'est une carrière gallo-romaine. Le bâtiment où nous sommes, ici, a été construit en 1913. En 1913, et en même temps, il y a eu la première centrale hydroélectrique des Hautes-Pyrénées, qui ont été construits au fil de la Dour, au lieu-dit Ouiessac, un petit peu plus bas. C'est avec cette électrification que ça nous a permis de pouvoir faire travailler le moteur que nous avons ici, travailler la carrière avec le treuil de renvoi de 50 tonnes. Donc on a traversé les époques, puisque cette carrière l'exploitation est partie en 1600. Et de 1600, on a des photos qui le prouvent, comment on travaillait nos carrières si dangereusement, si durement et péniblement. Et ensuite, on a traversé les époques 1600, 1700, 1800 jusqu'à 1990, 2 ans avant la fermeture de cette carrière. Alors, cette carrière, elle servait à quoi? Eh bien, elle a servi à faire Versailles, d'abord d'une part. Versailles? Versailles, le Grand Trianon, le Louvre et d'autres sites qui ont été faits également. Vous avez des photos qui sont en face de vous, qui prouvent, ça s'appelle le château des Ducs d'Épernon en 1595 dans le département de la Gironde. Ça fait également l'abbaye cistercienne de l'Escaladieu, le cloître Saint-Sevé de Rustan, le cloître jadis adossé à l'église de Bagnères de Bigorre, qui a été reconstruit en 1890 dans le jardin Massé. Le jardin Massé, le jardin public de Tarbes. Oui. Ces deux cloîtres se trouvent là-bas. Vous avez également la cathédrale de Tarbes, qui a été faite avec le marbre de Campampagnol à côté de la préfecture. Donc cette pierre, elle a une spécificité de la région? Mais c'est une pierre qui est... Enfin, exactement, ce n'est pas comme le marbre de Carrare, ce n'est pas comme le marbre de Saint-Béat. C'est une pierre, c'est du calcaire. C'est une carrière de calcaire. Une carrière de calcaire qui a été recristallisée une fois, qui a été métamorphosée. Et avec la formation des Pyrénées, c'est une pierre d'origine marine, avec le soulèvement, la formation des Pyrénées, avec les pigments qui sont d'origine, l'oxyde de fer qui est rouge et l'oxyde de cuivre qui est vert. Ça fait de très jolies colorations que vous pouvez apercevoir, vous en avez un petit peu partout. Ça fait de très jolies colorations. C'est une pierre qui a pris le nom de marbre parce qu'elle peut être polie. Mais c'est une pierre, ce marbre-là ne peut être exposé qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas comme le marbre de Carrare ou le marbre de Saint-Béat ne peut être reposé qu'à l'extérieur. Comment on la travaille, cette pierre? Mais cette pierre, c'est très simple. C'est un caillou que je vais vous faire voir tout à l'heure. C'est un caillou que l'on prend, on le ponce avec de l'eau, du sable, et ensuite avec un peu d'huile de coule, bien sûr, on arrive à le poncer, à le polir et à faire ce que nous apercevons ici. Donc c'est une pierre qui est facile à l'emploi, au travail de ce que vous... Voilà, c'est une pierre, c'est pas du granit, hein, c'est pas du granit comme par exemple le pic du Midi qui est sur du granit ou le pic du Midi d'Ossau qui est sur du calcaire. Là c'est une pierre qui est sur... C'est une pierre qui va être travaillée facilement. Facilement, il faut quand même la tailler, la poncer. D'ailleurs, on a notre sculpteur qui est là-bas, qui pourra vous montrer les différentes... Est-ce que le particulier peut s'en servir pour... Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. S'il a le matériel pour une ponceuse, une disqueuse, il peut arriver à tailler les pierres également. Vous disiez tout à l'heure que cette carrière ne fonctionnait plus. Elle ne fonctionne plus depuis 1992, il y a eu 20 ans justement, que cette carrière est fermée. Faute de rentabilité, vous savez la concurrence était dure, surtout avec les marbres de Saint-Béat, le marbre d'Italie et bien d'autres marbres, d'autres carrières, parce qu'il n'y a pas qu'ici. Il y a le Cône Minervois, il y a la carrière de l'Ariège, bon voilà. La concurrence était dure, la fermeture a été un petit peu dure aussi, mais bon, il faut l'accepter. Ça a géré combien d'emplois, vous savez exactement? Jusqu'en 1986, l'usine se trouvait à Bagnères de Bigorre, et jusqu'en 1986, ça permettait d'avoir 900 personnes. On serait content de les avoir maintenant, malheureusement, ce n'est pas le cas, alors qu'ils se trouvaient en usine et en carrière. Vous avez essayé de trouver une solution pour ouvrir la carrière? Il a été fait quelque chose? Vous avez essayé de vous battre tous ensemble pour... La carrière appartient à la commune de Campagne, donc c'est la mairie qui est propriétaire de cette carrière. Nous sommes une association, les Marbrés de l'Espiadé,
nous sommes tous des bénévoles, même moi en tant que guide, on a essayé depuis 1994 de reprendre cette carrière avec l'association pour refaire vivre, malheureusement pas la carrière de ses cendres, mais faire revivre la mémoire de ceux qui ont si durement travaillé pour l'exploitation et également pour le transport du marbre. Donc c'est ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, c'est ce que je fais depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, tous les jours. Je suis ici, sauf le lundi, que c'est notre fermeture hebdomadaire. Beaucoup de touristes alors? Beaucoup de touristes? De touristes? Oui, oui, beaucoup de touristes, beaucoup de personnes, des visiteurs de différentes régions. Ils viennent du Nord-Pas-de-Calais, ils viennent des Belges, ils viennent des Anglais, ils viennent des Italiens, un peu de toute la France. Comment transporter ce marbre en fait? Alors ce marbre, il était transporté, avant du temps des Romains, on le transportait avec des chars, avec des bœufs. Après des radeaux à forme plat, des navires de commerce. Alors ça, c'était l'exploitation, le transport du marbre qui se faisait jusqu'en Italie. Alors jusqu'en Italie, on partait d'abord de Saint-Bertrand-de-Comminges jusqu'à Saint-Gaudens, on déchargeait le bloc. Arrivé à Saint-Gaudens, on le mettait sur des radeaux jusqu'à Toulouse. Arrivé à Toulouse, on redéchargeait le bloc, on le mettait sur les radeaux à forme plat Carcassonne. Et ensuite, un navire de commerce via l'Italie. Ça demandait 1 mois et demi. Je me doute, oui. 1 mois et demi, alors, bon, que le bloc il en passe 2, 5, 10, 15, 20 tonnes, il fallait le décharger et chaque fois l'amener. Donc, c'était pas très long, en fait, c'était toujours en continu. Et ensuite, on est passé, à l'époque Louis XIV, en traversant les rois, bien sûr, ces rois-là qui ont été Henri IV, Henri II, François Ier, Henri IV et Louis XV, qui ont précédé Louis XIV. Et ensuite, on est arrivé à l'époque de Louis XIV. Alors Louis XIV, ce marbre qui est arrivé sur Versailles, il a été d'abord amené jusqu'à Montrégeau. Non, par un premier temps, il a été amené jusqu'à l'embarcadère à la Neste, de l'autre côté de la vallée. Alors on est parti par le col de Veyret avec des bœufs, des chats qui pouvaient avoir jusqu'à 20 tonnes et 20 paires de bœufs. Et ensuite on est arrivé en haut du col, mais en haut du col, il fallait quand même descendre les blocs. Et tous ces blocs, il fallait du bois. Et le bois, pour avoir le bois, alors le propriétaire de tous les bois que vous voyez autour de Pailleul appartenait à ce monsieur. Ce n'était autre que le duc d'Antin. Et quand on sait que le duc d'Antin était le fils de Madame de Montespan, et Madame de Montespan était la préférée de Louis XIV. Donc, une fois qu'on a fait ces radeaux, ces fourches de freine, on a descendu les blocs jusqu'à l'embarcadère à la Neste. Et à l'embarcadère à la Neste, on est arrivé, on a mis les blocs sur les radeaux. Et les radeaux, on les a amenés, un bloc de 20 tonnes sur un radeau, il allait au fond. Donc il fallait attendre la fonte des neiges. La fonte des neiges pour que nos radeliers puissent remettre, quand la neige était en creux, remettre les blocs sur les radeaux et partir vers Montrégeau. De Montrégeau, on déchargeait les blocs, et ensuite, on arrivait à Toulouse, on remettait les blocs sur les radeaux, et on les amenait vers les marchands bordelais. Les marchands bordelais, qui étaient les rangers, qui prenaient des blocs de marbre et les amenaient directement. Ils bloquaient le port de Bordeaux avec les blocs de marbre et en sans se soucier de faire des écueils. Et une fois que la marée était haute, ils prenaient les navires de commerce, ils rechargeaient les blocs et quelques semaines pour aller aux côtes normandes. Aux côtes normandes, au Havre, au port de Grasse à Havre, on déchargeait les blocs. Ensuite, on les mettait sur des radeaux direction Rouen et de Rouen, en amont de Rouen à la Seine, on déchargeait les blocs. En allage avec les gribans, en allage avec les chevaux, les bœufs, jardin des Tuileries, port des conférences et magasin royal, là où le roi demandait des corniches, des chamois, des colons, etc. Un énorme travail, hein? Et ça demandait 3 mois. Voilà comme le marbre de Campan-Pailleul, après son extraction jusqu'à l'arrivée à Versailles, que vous avez ici, était le marbre de Campan-Pailleul. Après tout ce périple, il arrive où exactement? Alors, il est arrivé à l'abbaye cistérienne de l'Escalagneux, qu'il a fait, le marbre vert de Campan. Il a fait le cloître Saint-Sever de Rustan, le cloître jadis adossé à l'église de Vaillant de Bigorre. Alors, le cloître de Saint-Sever de Rustan au XIe siècle et le cloître jadis de l'église de Vaillant de Bigorre au XIIe siècle. Il a fait également la cathédrale de Tarbes, le baldaquin que vous apercevez ici, c'est la cathédrale de Tarbes. Il a fait également l'escalier de la Reine. Le château de Versailles, avec l'escalier de la Reine, se prend à Rovestaco. Le salon d'Hercule, sous Louis XV. Dans le salon de Diane, les murs sont de moulure. Et le vase de parfum de la Reine. Ensuite, vous avez la cathédrale d'Auch, lac de Gabochon et de Campan-Pailleul.
Le départ a été en 1600, et vous voyez 9 ans après, on avait quand même les colonnes et les plaques de cabochon à Auch. Quel travail! C'est un énorme travail. Voilà, c'est un énorme travail. Et l'église paroissiale de Lourdes, pas dans les sanctuaires, à la place Périamale, vous avez des colonnes qui ont été faites également avec le marbre de Campampagnol. Bien sûr, la galerie des glaces de Versailles, construite entre 1680 et 1684 sous Louis XIV. Vous avez la grande galerie du Louvre au XVIIIe siècle. Le presbytère du Grand Trianon, construit sous Louis XIV en 1687. À Toulouse, l'hôtel Vézin, Saint-Étienne, Saint-Cernin. Le château de Duc-Épernon en 1584 dans le département de la Gironde. Toutes les cheminées ont chauffé le château et le marbre donnait la chaleur. Et bien sûr, vous avez à Manhattan, à New York, l'Empire qui a été fait également. Tout ça a été fait avec le marbre de Campampagnol et il n'y a pas que le marbre de Campampagnol, il n'y a pas qu'ici que le marbre de Campampagnol a été fait. Le marbre de Campampagnol, il a été à la mosaïque de la Villa romaine dans le département 31, à Saint-Bertrand-de-Comminges également, le cloître Saint-Giron dans le département 64, la Villa romaine de Béziers, le théâtre romain de Fourvière à Lyon, Pompéi, etc. Ça c'était la période romaine. Ensuite au Moyen-Âge, Saint-Sevé de Rustan, que je viens de vous citer, l'abbaye de l'Escaladieu, le cloître Saint-Sevé de Bagnan de Ligor, l'église paroissiale Notre-Dame de Altas dans le département 64, la basilique islamiste du Caire. Alors, du 15 au XVIIe siècle, le château royal de Saint-Germain, le château de Fontainebleau, le château d'Henri IV à Pau, la cathédrale Saint-Denis, l'hôtel Vézin, vous venez le voir, le château des Ducs d'Épernon, et bien sûr, du XVIIe au XVIIIe siècle, le château de Versailles, le Grand Trianon, domaine royal de Marly, le roi Lucélien, le palais de l'Opéra Garnier, le palais du Louvre, la cathédrale d'Angleterre, le palais royal de Berlin, le palais du gouvernement de Hong Kong et la gare de Lyon. Vous voyez que tous ces marbres... C'est énorme. C'est énorme ce qui a été fait avec le marbre de Campampagnol. Quand vous nous présentez ce musée du souvenir, hein, on sent que ça vous touche profondément. Est-ce que c'est une sorte... C'est le travail d'un guide de refaire vivre, d'expliquer la réalité de ce qui s'est passé dans ces époques-là, depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque romaine, le Moyen-Âge et arrivé à l'époque de Louis XIV. C'est très prenant et c'est très intéressant de pouvoir raconter, expliquer aux visiteurs l'histoire qui a été faite ici, dans ce petit coin de montagne au pied du col d'Aspin. Et c'est rendre aussi hommage à toutes ces personnes qui ont participé. Qui ont participé, qui ont travaillé, qui ont certainement pas dû voir la fin du voyage voilà, parfois. Tout à fait. Ça a été une fin tragique sans explication. Dommage. C'est une fin tragique sans explication, donc comme je vous l'ai dit, la concurrence était dure, et bon, ça a été fermé, et pour le moment, il n'y a rien qui envisage la reprise de cette carrière pour que le revive de ses cendres. Merci. Voilà. Michel, pourquoi on l'appelle la carrière du roi? Parce que cette carrière, elle a été découverte, comme je vous l'ai dit, du temps des Romains, et on est passé par les époques, depuis les Romains, Henri II, François Ier, Henri IV et Louis XV, comme précédé Louis XIV, et lui, Louis XIV, il a réquisitionné cette carrière, donc il a porté à son apogée. C'est pour cette raison-là que cette carrière s'est appelée la carrière du roi, puisqu'elle a fait Versailles, le Grand Trianon, le Louvre et d'autres. Alors ici, vous avez le vert dominé de rose, nous appelons ça l'œil d'épervier. Ici, vous avez le campan vert, le vert de campan. Vous avez le vert dominé de rose, la couleur pêche. Vous avez le rouge, le grand mélange. Vous avez le rouge griotte campan rubané, vous apercevez les coups de ruban. Ici, vous avez le gris clair, la couleur jumbo. Vous avez le gris foncé, qui est la couleur Apollo. Et là, vous avez, ici, en campan, vous avez l'Isabelle, pêche de campan, fer de pêcher. Voilà. C'est tous ces marbres-là que nous avons, qui ont été recristallisés, métamorphosés, et qui ont été, cette pierre, elle a été foncée. Alors là, vous avez un moteur de 60 chevaux. 60 chevaux, un moteur avec des charbons, le graisseur également ici, et là, vous avez l'aérostat de démarrage. Donc, ce moteur, il fonctionnait avec le treuil de 50 tonnes d'en haut. Donc, quand on envoyait des blocs, ça permettait de pouvoir accélérer
sur les blocs qui pesaient 5, 10, 15, voire 20 tonnes, pour pouvoir amener. Alors, ce moteur fonctionnait en même temps que le treuil de 50 tonnes, mais le treuil de 50 tonnes que nous avons en haut, dans une cabane actuellement, et servait à deux positions. Il avait le démoulinage et la traction, mais jamais les deux en même temps. Donc, ces moteurs-là servaient avec celui d'en haut pour pouvoir descendre des blocs allant de 5 à 50 tonnes. Alors, ce bâtiment, il a été construit en 1913 et l'électrification de ce bâtiment a été faite en 1913. Donc, le moteur électrique, il a été électrifié en 1913. Est-ce qu'il peut encore tourner aujourd'hui? Je pense que oui, parce que si ici vous avez le bornier les fils ont été coupés, mais s'il était réparé, il pourrait tourner. Alors ici c'est notre sculpteur qui s'appelle Pierre, qui est en haut actuellement, c'est lui qui nous a fait tous ces petits objets. Alors tous ces petits objets, c'est des pierres qu'il a montées sur des présentoirs. Il a fait également des bijoux. Alors vous avez le grand mélange, vous avez la couleur pêche, vous avez le verre de Campa, vous avez l'Apollo, vous avez le Jumbo. Et vous avez le rouge griotte, vous avez le grand mélange, vous avez différentes pierres. Alors ici, vous avez des pierres, comme je vous ai montré, vous avez des pierres, c'est du caillou, c'est du calcaire, qui, quand il est poncé, voilà ce qu'il fait. Et là c'est pareil, c'est un caillou, une fois qu'il est poncé, voilà ce qu'il fait. C'est tout lisse, ça brille. Ça brille, c'est tout. Alors c'est notre sculpteur qui fait tous ces petits objets que vous voyez ici, les bijoux et tout ça.